Nous sommes donc de retour dans cette édition du 31 janvier. Merci beaucoup si vous nous rejoignez à l'instant. Et désormais, eh bien, il est l'heure de retrouver David Furcage et son chronocac remanié à la sauce iWave. Bonjour, bonjour David. Bonjour. Merci David d'être avec nous ce matin. Vous êtes président d'iWave Capital. Avec vous, dans votre chronocac remanié, on va commencer tout de même par l'indice phare parisien, le CAC 40, qui, comme cela semblait être dans les tuyaux, eh bien, tout tutoie de nouveau les plus hauts historiques. Comment est-ce qu'on l'explique et est-ce que ça peut continuer selon vous, David? Alors, comme on le signifiait maintenant depuis quelques semaines, celui-ci évolue à l'intérieur d'un range compris entre un support majeur et une résistance majeure. Et au cours des dernières séances, celui-ci s'est appuyé sur un niveau qui se situe à 7346 points, qui est à peu près au milieu de ce range dont on parle, pour aller titiller, challenger la résistance majeure qui se situe à 7644 points. Donc maintenant, il est sensiblement au-dessus. C'est quelque chose qu'il avait déjà fait au cours de la fin du mois de décembre, mais cette fois-ci, les conditions sont sensiblement différentes puisque d'un point de vue purement technique, on avait vu un mouvement quasiment one-way, si l'on pourrait dire, entre novembre et décembre, et qui nécessitait une pause, et c'est ce qu'on a vu effectivement. À présent que cette pause a eu lieu à partir notamment du support majeur maintenant qui se situe à 7346 points, et bien celui-ci s'attaque ou challenge donc ses précédents plus hauts historiques. Et cette configuration technique est tout à fait distincte de celle qui prévalait à la fin du trimestre. Et normalement, le marché devrait former de nouveaux sommets à partir de ce support majeur, donc qui, je le répète, se situe à 7346 points. Oui, c'est ça. On peut considérer qu'il y a une forme d'optimisme en bourse actuellement. Et donc, du coup, par la force des choses, comment est-ce qu'on peut l'expliquer? Il semblerait eh bien, que les investisseurs soient rassurés quant à la solidité de l'économie, notamment l'économie européenne, hein, qui n'est pas tombée en contraction finalement au T4. Du coup, par la force des choses, eh bien, les économistes, les investisseurs semble donc optimiste. Les résultats d'entreprise aussi ne sont pas si mauvais que ça. Du coup, par la force des choses, eh bien, tout ça fait qu'un cocktail, c'est un cocktail de croissance pour l'indice phare parisien. On va basculer outre-Atlantique également, où hein, l'environnement est plutôt porteur. Vous allez nous expliquer pourquoi, David, et comment ça se traduit dans les cours. Oui, effectivement, en fin de semaine, il y aura la publication de l'emploi aux États-Unis et du côté donc des États-Unis, donc outre-Atlantique, il y a quand même une situation macroéconomique qui est assez intéressante, en tout cas assez porteuse, effectivement, le graphique que vous avez sous les yeux, qui témoigne de l'évolution du PIB en pourcent aux États-Unis. Et bien celui-ci, vous voyez, est en train, à partir de janvier 2023, est en train toujours de montrer qu'il y a une robustesse, une force dans cette économie, alors même que la Banque centrale américaine est entrée, hein, du moins depuis quelques temps évidemment, dans un cycle de hausse des taux dont on pouvait s'attendre ou s'imaginer que ce cycle de croissance des taux, d'augmentation des taux d'intérêt, pourrait avoir un effet récessif, au contraire, sur la croissance. Et en fait, pas du tout. Cycle de progression des taux outre-Atlantique, et pour autant, la croissance s'accélère en réalité. Ouais, très clair, effectivement, la consommation des ménages américains a été au rendez-vous, hein. C'est ce que l'on a observé, hein. Les niveaux d'épargne ont drastiquement baissé, mais cela a quand même permis de soutenir la croissance en 2023. A priori, les estimations sont plutôt positives pour 2024, même si la croissance devrait légèrement ralentir, hein. Je crois de mémoire, les anticipations de croissance sont situées entre 1 et 1,5% pour les États-Unis, donc ça reste quand même positif. Par la force des choses, donc vous nous avez parlé effectivement hein, du PIB, de l'emploi, de l'inflation, tout ça. Alors aujourd'hui, hein, je rappelle que c'est la décision de politique monétaire de la Réserve fédérale américaine qui est attendue. C'est très clair que selon ce que vous nous expliquez, il ne faut pas s'attendre du tout à un pivot pour aujourd'hui, un pivot de la Fed, peut-être éventuellement pour sa prochaine réunion en mars, mais sinon, enfin, le statu quo semble largement favori aujourd'hui. Alors juste une chose, vous n'avez pas encore discuté l'inflation outre-Atlantique, et notamment vous évoquiez les évolutions de taux d'intérêt de la Banque centrale. En fait, la Banque centrale suit un indicateur qui s'appelle notamment le PCE, Price Consumer Expenditure. Et ce que vous avez sous les yeux, c'est le Core PCE, c'est-à-dire cet indicateur corrigé des variables très
très volatile. Et celui-ci est passé récemment sous les 3%. Et comme vous pouvez l'observer, il y a vraiment une inertie dans ce retournement de l'inflation. Systématiquement, l'inflation sort plus bas et converge vers les 2%, qui est la cible d'inflation de la Banque centrale américaine. Donc, en fait, du point de vue de la Banque centrale américaine, il y a d'une part une croissance robuste, un emploi soutenu, hein, c'est ce qu'on verra probablement vendredi prochain, la date de publication de l'emploi aux États-Unis, et pour autant une inflation qui se stabilise, en fait, qui se stabilise et qui converge surtout vers des niveaux attendus par la Banque centrale. Et donc ça, c'est de très bon augure pour les marchés financiers, et d'une part, évidemment, et d'autre part, celle-ci, peut-être, comme vous l'évoquiez, forcément, ça sera un statu quo pour aujourd'hui, mais elle se sentira moins pressée de retourner son cycle de taux d'intérêt. Oui, hein, c'est ça pour la réunion de mars, a priori, hein, le marché anticipe à 44% une baisse des taux directeurs de la Fed de 25 points de base. Hein, donc tout ceci sera évidemment à suivre. On va parler du corollaire hein, de la politique monétaire, c'est l'évolution des taux souverains, notamment aux États-Unis. On a vu hier qu'à l'heure de la clôture des marchés en Europe, le 10 ans restait stable, le 10 ans américain restait stable. Par contre, c'est le 2 ans, hein, donc le taux court terme, je dirais, si je puis dire, qui lui prenait un peu d'épaisseur, mais ça semble être un peu sporadique, hein, du coup, par la force des choses, puisqu'en réalité, le mouvement semble être plutôt à la détente. Alors, ce que je voulais montrer à travers ce graphique, effectivement, c'est l'évolution des taux d'intérêt, d'une part, pour la partie haute, les taux d'intérêt à court terme en Europe, et pour la partie basse, les taux d'intérêt à court terme aux États-Unis. Bon, évidemment, les deux sont très corrélés puisqu'il y a un cycle outre-Atlantique et en Europe assez synchrone entre les politiques monétaires, ce qui justifie que ces deux courbes se ressemblent. Mais ce que je voulais montrer à travers ces deux courbes, c'est que les deux, en fait, forment de nouveaux sommets à la fin du dernier trimestre 2023 et accompagnent donc l'évolution des indices SP500 notamment, ou même du CAC 40, mais que depuis une période plus récente, donc depuis le début de l'année 2024, eh bien, les taux d'intérêt sont en une forme d'état stationnaire, comme vous le voyez, ils sont en train de graviter entre deux niveaux. Alors évidemment, ici, ce que vous avez sous les yeux, ce sont des prix obligataires qui témoignent évidemment donc des taux d'intérêt. Et ceci, donc je répète, gravite entre deux bornes et ne forme pas de nouveaux sommets particulièrement. Donc il y a une décorrélation depuis le début de cette année, contrairement à la fin de l'année dernière, une décorrélation entre l'évolution des taux d'intérêt et l'évolution donc des indices boursiers qui progressent continuellement. Et ce qui s'explique par ce que j'ai souhaité évoquer tout à l'heure, c'est-à-dire une sorte d'effet vertueux d'un point de vue économique. La croissance est là, l'emploi est là, l'inflation est en train de se diriger vers les 2% tant attendus par la Banque centrale américaine. Voilà, donc des perspectives macroéconomiques intéressantes, et donc les indices boursiers se décorrèlent des taux d'intérêt et progressent alors même que les taux d'intérêt se stabilisent. Oui, on va voir ça dans un instant avec le graphique du S&P 500 que vous allez commenter. Ceci étant, il y a quand même un risque, David. Tout n'est pas si rose. Le risque, c'est que la Fed n'effectue pas son pivot assez rapidement, et donc du coup, par la force des choses, que les conditions de financement restent trop restrictives pour soutenir l'économie qui en aura besoin. Puisque je rappelle, alors j'ai dit 1%, mais c'est 2%, hein, c'est la croissance prévue pour 2024 aux États-Unis. Du coup, par la force des choses, il ne faut pas que la politique monétaire soit trop restrictive trop longtemps. Ça pourrait être négatif pour les indices actions. Oui, de toute façon, on est dans un monde de risques, comme j'avais dit il y a 2 ou 3 émissions auparavant, risques géopolitiques, risques sur les supply chains, risques de partout, ça c'est sûr, on est dans un monde de risques. Donc, mais ce que je souhaite évoquer, c'est que l'évolution psychologique, enfin les croyances, les narratifs qui se forment autour des cours boursiers, pour l'instant, les portent vers de nouveaux sommets, et peu importe les niveaux de risque, donc on est sur des indices boursiers qui caracolent avec des sommets historiques, alors que les risques n'ont jamais été aussi importants et potentiellement dévastateurs. Donc pour l'instant, ce que l'on voit sur le marché, c'est, vous savez, le marché, en fait, il y a pas mal de biais en fait, cognitifs, et il s'intéresse à un certain nombre d'informations
particulière qu'il a choisie, voilà, compte tenu d'un narratif, d'un récit. Et pour l'instant, ce que veut voir le marché, c'est un climat des affaires qui est porteur et pas autre chose. Voilà. À d'autres Ouais. moments, ça sera peut-être différent ou distinct. Et justement, c'est ce que l'on observe, malgré tous les risques que vous évoquez, évidemment, qui sont là, hein, qui sont prégnants. Eh bien, le marché les garde à distance. Et vous voyez, sur le graphique que je vous propose, donc, qui représente l'évolution des principales valeurs américaines, euh, le marché se situe à l'intérieur d'un canal qui était déjà haussier et il sort par la borne haute du canal, c'est-à-dire l'accélération, la puissance, l'euphorie autour des marchés boursiers en ce moment, alors même qu'effectivement, il y a toujours des zones de risque et des zones sombres. Je vous l'accorde. Oui, très clair. Alors, parmi les zones sombres, eh bien, on pourra noter ce matin la publication des ventes au détail en Allemagne qui recule de 1,6%, alors que le consensus les estimait en croissance de 0,7%. Parmi les zones plutôt positives, c'est l'inflation en France. Hein. Donc, pareil, publié ce matin à 8h45, eh bien, l'inflation recule nettement. Hein. Elle était de 0,1% en décembre et là, elle est de moins 0,2% en janvier. C'est une première estimation publiée par l'INSEE, mais en tout cas, quoi qu'il arrive, eh bien, l'inflation en France reflue. Du coup, tout ça, ça reste quand même de bonnes nouvelles, tant boursières que pour le panier de consommation des ménages français. C'est cela. Parfait. Du coup, vous Merci, souhaitez que David. j'ajoute un autre commentaire ou Oui, mais si vous voulez, bien sûr. Je sais que vous êtes un puissant fond, du coup, par la force des choses. Oui, un mot sur ces données, David. Non, en fait, à nouveau, nous, en tous les cas, chez iWealth Capital, on s'intéresse à la situation psychologique, comment elle se construit, comment se construisent les croyances, les narratifs, les récits. Et le récit aujourd'hui, enfin en tout cas, c'est que il y a certaines valeurs aux États-Unis, on avait parlé la semaine dernière, qui portent le marché vers de nouveaux sommets, dont les capitalisations boursières s'évaluent maintenant en trillions de dollars. Et voilà, on est dans une forme je dirais, de bulle cognitive à l'écart de la situation économique et financière sur les marchés boursiers qui se matérialise comme on l'observe sur ce graphique. Eh bien, c'est rare dans un graphique que un marché évolue en tendance haussière à l'intérieur d'un canal, celui-ci sorte par le haut, c'est-à-dire impulse une nouvelle énergie alors même que la tendance est déjà boursière. Donc voilà, ça se matérialise clairement par la partie cerclée que vous avez sous les yeux. Voilà, je pense que c'est ça qu'il faut regarder. Ok, très clair. Écoutez, on suivra avec attention ce que fait notamment donc, le S&P 500, s'il réintègre son canal, ce qu'il devrait faire de toute façon un jour ou l'autre, quoi qu'il arrive, mais toujours conserver cette dynamique haussière qui est là depuis déjà un certain temps. Merci beaucoup, David, d'avoir été avec nous ce matin. David Furcage, vous êtes président de iWealth Capital, avec nous tous les mercredis matins pour commenter l'actualité, la psychologie des marchés et l'impact de cette psychologie sur l'évolution des indices actions. Merci beaucoup, notamment des indices actions. Merci, David. On marque une rapide courte page de publicité. On se retrouve juste après avec Bernard Prats d'Esclos et ses Market Movers. À tout de suite sur Téléfinance.